Bonjour tout le monde, bienvenue encore sur le channel YouTube de Manga News et encore bienvenue à Japan Expo 2022. En présence de qui? Je vais te laisser te présenter toi-même. Bonjour à tous, donc je suis Stéphane Ferrand, je travaille pour Vega Dupuis, donc maison d'édition de manga qui appartient à Dupuis, groupe Média Participation, et nous éditons des mangas depuis maintenant environ 3 ans et demi. Donc tu as dit Vega Dupuis, mais si je me rappelle bien, quand on t'avait interviewé à la naissance, c'était seulement Vega. Qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, parce que à l'origine, moi j'avais créé une entreprise qui s'appelait Nexus Book et je m'étais associé avec un éditeur, Steinkiss, oui, pour développer de l'éditorial, ce qu'on avait fait sous le label Vega. Et donc on avait travaillé, développé un certain nombre de choses, puis diverses péripéties et un Covid passant par là, on a eu quelques difficultés au moment où on se trouvait avec les éditions Dupuis qui avaient pour ambition de se lancer dans le manga. Ouais. Édition Dupuis ayant 100 ans aujourd'hui, enfin en tout cas cette année, et très désireuse de s'ouvrir vers les 100 prochaines années. Donc la meilleure façon, c'était aussi de voir la question manga et la question webtoon, notamment sous un œil nouveau. Et du coup, ils ont racheté Vega, donc qui est devenu Vega Dupuis, et ils m'ont demandé de continuer le publishing qu'ils appréciaient, puisque ce que j'éditais sous Vega correspondait assez à la ligne éditoriale de Dupuis. Il y avait de l'ado, de l'adulte, de l'artistique ou de l'enfance, il y a un petit peu de tout. Ils m'ont demandé également de m'occuper du webtoon. Donc c'est comme ça que Vega est devenu Vega Dupuis, et c'est comme ça que j'ai rejoint les rangs de cette prestigieuse maison. C'était à peu près à quelle période? C'était 2021, 2022? Alors ça, c'était 2020, pour un démarrage, si mes souvenirs sont bons, en mars 2021. Ok. Voilà, parce qu'il a fallu refaire évidemment tous les livres, qui étaient sous copyright Steinkiss, donc il a fallu les faire sous copyright Dupuis. Donc c'est pour ça, entre 2020 et mars 2021, il a fallu un petit temps de réadaptation. On a réussi, il fallait changer un petit peu tout ça. On a réussi à faire quand même très vite pour reproposer tout le catalogue. On n'a pas arrêté de série. On a donné la garantie aussi à tout le monde qu'on allait continuer. On a réussi à les relancer assez vite et à placer rapidement quelques petites premières nouveautés en 2021 qui nous ont permis de dire au public qu'on continuait à être force de proposition avant une année 2022 où là on se lançait avec 11 nouvelles séries. On en parlera certainement, mais 2023 fera honneur à cette logique. Ouais, très bien. Et donc à Japan Expo, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Vega Dupuis cette année? Japan Expo, oui, c'est important parce que tout autant j'ai fait jadis plein de stands à Japan Expo, tout autant c'est le premier stand Vega à Japan Expo, c'est la première année qu'on fait de l'événementiel, donc là on est enfin en format stand, enfin en événementiel. À Japan Expo, alors on a voulu faire un beau stand qui ressemblait un petit peu à l'état d'esprit qui baigne Vega Dupuis. Donc un côté un peu traditionnel, une structure en bois, quelque chose d'assez élégant, qui soit néanmoins assez simple mais pratique, les ouvrages accessibles, du personnel formé pour pouvoir répondre aussi aux gens, leur donner des informations, plein de goodies à attraper avec les différents titres, parce que c'est aussi ça l'esprit Japan Expo, c'est pas simplement venir acheter des bouquins, c'est pouvoir avoir des exclusivités salon qui n'existent que là. Et puis comme on a couplé le stand, la partie Vega Dupuis avec la partie Webtoon Factory, on a un seul stand pour les deux, et sur Webtoon Factory, ça nous permet aussi d'avoir des auteurs en dédicace. On a le chef Otaku qui vient dédicacer tous les jours son manga Arena, qui avant tout est un webtoon et qu'on a remonté ensuite en livre. On a des tablettes pour que les gens découvrent Webtoon Factory et un petit peu tout ce qu'on fait. Et puis on a une jolie roue à cadeau. On fait tourner sa roue et on repart avec un cadeau. Enfin montrer un petit peu aux gens aussi que soit on est présent, mais on est présent dans l'esprit un peu Japan Expo, ce côté un peu festif, bienvenu et sympathique, qui nous permet et de présenter nos titres et de présenter notre travail
et de faire plaisir aussi aux gens. Ouais, et puis voir un petit peu l'équipe. Et par rapport à tout ce qui est sorti cette année, on va dire, on va reprendre de la rentrée. Quels sont les faits marquants, les grosses licences sur 2021, sur 2022, pardon. 2021-2022. Sur 2021, bon ça a été la reprise de tout le catalogue, la remise à niveau. On avait commencé à lancer quelques petits titres, Secret of Magical Stone, un petit shoujo en 3 volumes qui a très bien marché, qui a trouvé très bien son public, 3 volumes mais bien finis. Et c'est vrai que éditorialement parlant, moi j'aime aller vers des séries courtes ou moyennes. Du one shot, Chisako Garden, l'histoire de l'empereur Akihito aussi par exemple, des récits courts, 3, 4, 5 volumes parfois. Des séries jusqu'à 15, 18 volumes, quelque chose comme ça, mais quelque chose qui reste, je dirais, accessible d'un point de vue économique dans son entièreté. Ouais. Et en même temps, je pense que le public est content quand il attend pas 10 ans pour avoir la fin d'une série et qui peut effectivement avancer assez rapidement dans sa lecture. Et on a lancé comme ça pas mal de séries dont on est assez content. On a Manchoya Opium Squad, par exemple, qui est un titre surprenant. C'est un peu le Breaking Bad du manga. On le présente comme ça pour faire court. Et qui a aussi un dessin stupéfiant. Graphiquement, il a quelque chose de très particulier. On était très content aussi cette année de proposer Genesis, de Kojimori. Moi j'aime beaucoup Kojimori. Et puis là, on a eu de la chance effectivement parce que une grosse actualité est survenue par la suite. Tu peux expliquer un petit peu parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas... Kojimori, grand ami personnel de Miura. L'auteur de Berserk. L'auteur de Berserk, donc Kyoji Kojimori reprend Berserk avec le studio Gaga et va poursuivre et terminer l'histoire puisque lui seul est récipiendaire en définitive de la suite, de tout ce que Miura avait imaginé pour Berserk. Donc un auteur de qualité aussi qui sait faire. Et avec Genesis, c'était assez sympathique. On a cette bonne série qui sort. Je suis très content aussi de 2 sorties qu'on a proposées, Primal Gods in Ancient Time et puis Mimizuku et le Roi de la Nuit. 2 styles très différents. Primal Gods, c'est vraiment un voyage d'Ulysse, quasiment, on peut dire, par différentes étapes et différentes rencontres divines, offrant différentes aventures. Mimizuku, c'est une réflexion très forte, en 4 volumes, partant sur... le suicide, la réalité de la vie, la volonté de vivre, le regard de l'autre, c'est tiré d'un roman. Ça sera complet en 4 volumes, donc là aussi c'est une série courte, avec un dessin très élégant, très enlevé, et c'est une série qui m'avait beaucoup touché. Fondamentalement, de Manchuria jusqu'à Mimizuku, ce qui m'importait dès cette première année de nouveauté, c'était de montrer de la diversité, de montrer de la multiplicité, tout ce qu'on pouvait faire un petit peu de différence, qu'on avait déjà posé autour de Vega avec Red Rat in Hollywood, qui n'a rien à voir avec Peleliu, qui n'a rien à voir avec Magmel, qui n'a rien à voir avec Journal d'une vie tranquille. Donc à chaque fois des œuvres de qualité, mais qui savent surprendre, qui savent aller chercher un petit peu les talents du manga, et en même temps, une grosse structure scénaristique, solide, on s'ennuie pas, il se passe vraiment des choses, c'est intéressant. Et en même temps, il y a toujours un petit quelque chose, c'est pas systématique, j'en fais pas un critère de choix, mais la possibilité aussi d'apprendre un petit peu quelque chose à travers les œuvres qu'on lit. Je pense vraiment que la culture est formatrice et que quelque part, quand on lit Peleliu, on en apprend un peu plus sur la guerre du Pacifique. Quand on lit Magmel, on découvre les créatures des fonds marins. Quand on lit Genesis, on apprend un peu mieux ce qu'était le Pléistocène, cette période où Homo sapiens et homme de Néandertal se rencontrent. Quand on se plonge dans Red Rat in Hollywood, finalement, c'est le cinéma des années 50-60 qu'on découvre. Journal d'une vie tranquille, c'est un voyage à travers tout le XXe siècle. Qu'est-ce que j'ai été content que tu sortes ça. Merci, moi aussi. J'espère que le 5 va sortir, parce que le Tetsuya Shiba a eu quelques petits ennuis de santé. Il est plus très jeune. Mais il est plus très jeune, mais il s'est remis... c'est un petit peu ce portrait de nouveauté qu'on a lancé, c'est un peu là-dessus
qu'on marqué, tout en disant qu'on est tout à fait aussi capable de faire des shonen qui nous plaisent. C'est ce qu'on a voulu faire avec Tesla Note, qu'on lance en exclusivité. Voilà, Sébastien nous fait de très beaux clear files, pub. Mais voilà, qui est un shonen complètement délirant entre espionnage, aventure autour de la personnalité mystérieuse de Nikola Tesla, qui aurait caché. Mais lui, Tesla est extraordinaire et les auteurs de Tesla Note ont très bien surfé sur l'idée du personnage. Et donc voilà, on a un pur shonen qui en plus est a un côté très humoristique par certains côtés, par certains aspects. Les personnages sont pas des figures figées, ils sont assez humains, assez souples. Et donc c'est aussi ce que Vega Dupuis entend apporter au lectorat. En tout cas déjà pour cette année 2022. Il y aura d'autres titres intéressants à venir, puisque c'est 11 nouveautés qui seront lancées sur cette année 2022. Ça aussi, Japan Expo était là pour asseoir le statut de Vega, mais aussi pour faire une petite annonce. C'est bien ça. On se projette, et c'est vrai que comme tous les éditeurs, il y a un moment ou un autre où c'est bien beau d'acheter des titres, mais on veut communiquer dessus, on veut faire plaisir aux gens, on veut expliquer, et puis tout ça c'est important. Donc chacun a sa manière de faire. Moi j'ai choisi de le faire sur Japan Expo en donnant un an de production de nouveautés, de nouveaux titres. De septembre 2022 à septembre 2023. Donc après j'ai d'autres achats de droits en cours, mais j'ai pas encore les réponses. Donc mais de septembre 2023, ça nous fait assez loin, oui. Alors tu peux nous dire quelques petits titres. Il y aura pour ceux qui connaissent et qui lisent du manga depuis un certain temps, il y a un petit plaisir que je voulais me faire depuis longtemps. Vas-y. Donc on va proposer une nouvelle édition de Boko qu'on a connue sous le titre de Stratège. Qu'est-ce que je te fais? C'est un de mes mangas préférés. Moi, le chocolat, c'est ma faiblesse. Donc, d'accord. Tu vas trouver quelque chose. Alors après, moi, j'ai des anciennes versions, mais le fait de pouvoir faire découvrir Stratège à une nouvelle génération, mais c'est un manga fabuleux, très intelligent. C'est la personnalité de ce personnage principal. Capable de défendre une cité entière à lui tout seul à l'époque des royaumes combattants en Chine. Bien 500 contre 5000 ou non, ce genre de disproportion? Sont 15 000 contre 800, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, c'est très bien dessiné, c'est Hideki Mori qui sait ce qu'il fait, c'est pas n'importe qui. C'est une histoire fabuleuse, moi qui m'avait vraiment frappé quand je l'avais lu à l'époque. C'était édité par Tonkam. C'était Tonkam, ouais. Voilà. Avec les couvertures un petit peu verdâtres. C'est ça, et tout vert ça. Marron. Et puis là, c'est un projet ambitieux puisque j'ai demandé à acheter la version de Bunko. Donc voilà. Pourquoi? Parce que ça nous fait une série en 8 volumes. Et tu vas les ressortir aussi en Bunko? Non, justement. C'est là où ça devient ambitieux. C'est-à-dire que la version Bunko a déjà des illustrations de couverture qui sont magnifiques, qui sont très très jolies, refaites. C'est quasiment c'est de la peinture en fait. En plus de ça, c'est du 300 pages. 278. Double volume. Donc c'est des doubles volumes, ça nous fait une série à 8 volumes. Oui, donc c'est assez rapide, assez accessible. Voilà. Et en même temps, j'ai proposé à l'éditeur de le faire en format plus grand. Donc on va monter en 15 par 21. D'accord. Voilà, donc on prend le Bunko, mais par contre on va être bien plus grand. Et ça va nous permettre aussi de rentrer, si vous voulez, c'est la logique que l'on trouve chez beaucoup d'éditeurs. Panini, Banana Fish, Kurokawa, Full Metal Alchemist. Lone Wolf and Cub aussi. Lone Wolf and Cub, voilà, qui redonne un petit peu aussi une édition différente, qualitative, avec une fabrication soignée, on refait la traduction et du bel objet. Pour des titres qui sont des classiques, en fait, qui appartiennent au panthéon des grands titres manga. Donc voilà, par exemple, une première nouveauté, voilà, qu'on est content d'annoncer. Voilà, il y en aura d'autres, un titre tout en couleur qui s'appelle Creepy Cat, qui est un délire fabuleux, 4 volumes au total, édité par Kodansha. J'ai l'habitude de le présenter en disant que c'est le parfait croisement entre La Famille Addams et Garfield. D'accord.
Voilà. C'est bizarre comme mélange, mais ça peut faire. On est dans l'humour total, dans le délire, et puis on a une jeune fille qui hérite d'un manoir, sauf que alors on est dans une ambiance un peu gothique. Ouais, je vois bien. Et en même temps, dans ce manoir, il y a un chat. Il y a un chat vraiment bizarre, un chat vraiment flippant. Un chat doué visiblement aussi de certains pouvoirs. Il peut grossir, il peut voler, il peut tout ça. Et va se construire une relation conflictuelle, évidemment, entre cette jeune fille et ce chat bizarre, de par notamment ses pouvoirs, mais de par surtout le fait de tout ce qui rend un chat irritant au quotidien. Voilà, le fait qu'il vienne se coucher sur toi quand tu dors, marcher sur ton clavier quand tu tapes à l'ordinateur, les poils partout, etc. C'est très drôle, c'est très frais, c'est très marrant. C'est très différent aussi, c'est un travail d'une autrice thaïlandaise. D'accord. Qu'elle a travaillé d'abord sur Internet et qui ensuite a été acheté par Kodansha, qui en a fait un manga, lequel je me suis procuré. Et donc c'est des petites scénettes, mais en même temps qui se suivent. On reste aussi dans un... ça ressemblerait presque à du Yonkama, mais en même temps c'est du 4 bandes. D'accord. Donc voilà, et 4 bandes qui ensuite se suivent. Donc chaque page est un gag, mais le gag peut se poursuivre aussi avec d'autres gags dans d'autres pages, et avec toute une population. On retrouve Dracula, on retrouve d'autres personnalités du monde fantastique qui viennent se confronter à ce chat qui les fait tous pleurer de misère. Donc voilà quelque chose de très différent aussi. Qu'est-ce que je peux... Alors, on a du shonen aussi qui va arriver avec Rokudo Tosoki, par exemple, qui est un schéma un peu à la Gun. Donc, très sympathique, très agréable. Il y a un titre, voilà, bien sûr, que tout le monde attend. Donc, on se fait plaisir de l'annoncer. Donc, on va éditer Holy Land. Oui. Voilà, de Kojimori. Voilà. Donc, de fait, on sait qu'il était demandé depuis un certain temps. Là, comme j'avais acheté Genesis, en fait, j'avais acheté Holy Land derrière. Et puis, à partir du moment où l'annonce autour de Berserk donc a été faite, tout le monde disait il nous faut Holy Land, il nous faut Holy Land, il nous faut. Alors, du coup, je me suis dit ça tombe bien, je l'avais déjà. Qui va être un travail encore une fois, Holy Land, ça va être un travail encore une fois très différent de ce qu'on fait. On est dans le combat de rue, on est aussi sur un manga technique de combat. Donc c'est voilà, vraiment emblématique, réaliste, bien entendu. Et puis avec une vraie histoire, un vrai parcours de personnage. Émotionnellement, c'est très fort, c'est très très porteur. Donc je suis assez content de le faire. Un peu à la coque de combat. Alors quelque part avec un peu à la coque de combat, mais je te dirais avec la rédemption en plus. D'accord. Voilà, qui n'est pas dans le coque de combat. On n'est pas dans le profond négatif, parfois gênant, qu'il peut y avoir dans le coque de combat où jamais le personnage n'arrive à surgir au-dessus de lui-même, quoi, en fait. Un titre encore une fois complètement différent, un peu délirant aussi, donc encore une surprise fabuleuse qui moi m'a tapé dans l'œil. C'est chez Akusensha. Ça s'appelle Shinyaku Kanikosen. Alors ça vous dit peut-être pas quelque chose, mais en fait vous connaissez Shinyaku Kanikosen. Vous l'avez connu jadis sous le titre Le Bateau Usine. Oui, Le Bateau Usine. Qui était un titre Akata, si mes souvenirs sont... un one shot. Voilà. Et à l'origine, en fait, c'est un roman, c'est une sorte de brûlot social au Japon, un roman qui dénonçait en fait les conditions dans lesquelles les marins pêcheurs qui partaient à la chasse aux crabes étaient traités sur les bateaux-usines sur lesquels ils partaient pendant 6 mois. Mais c'est quoi ? C'est parce que Le Bateau-usine à la base c'est un roman, c'est ça ? Oui. Donc c'est une autre version du roman ou c'est... Alors je vais y venir. Vas-y, excuse-moi. Alors ce roman explique effectivement ça d'un biais social et explique voilà cette espèce de microcosme de vie toxique, voilà, et là-dedans on a un personnage qui décide de se faire la grève, la révolte. Bien entendu, ça se termine très mal. Bon. Et donc le manga publié chez Akata reprenait cette histoire et l'illustrait avec beaucoup de talent. Et celui que j'ai trouvé, en fait, c'est une reprise parfaite de ces éléments constitutifs,
mais replacé dans un contexte de science-fiction. D'accord. Ah oui, donc c'est un bateau-usine 2042. Le bateau, effectivement géant, on navigue dans un univers où il n'y a pas de mer. Donc le bateau vole, il survole, etc. Sur Terre, voilà, sur Terre et légèrement dans l'air. D'accord, ouais. Et ils sont toujours à la pêche aux crabes, sauf que les crabes, ils sont gros comme des camions. D'accord, des crabes cyborgs. Donc c'est des trucs monstrueux. Voilà, on est dans un futur post-apocalyptique où les radiations ont effectivement modifié toute la faune. On se retrouve même avec des manchots qui se bastonnent. Voilà, avec des personnages. Enfin bon, c'est complètement délirant et en même temps c'est complètement cohérent. Ça fonctionne très bien. Et l'intelligence, c'est d'avoir gardé tout le fond texte, c'est-à-dire on se retrouve toujours sur ce récit de ces marins qui s'entre-déchirent en fait et qui s'entre-tuent pour ne pas avoir d'autre choix que de vivre sur ce bateau pendant 6 mois, 8 mois et qui finissent par devenir fous. C'est le principe de l'enfermement. Et donc on a les deux aspects, un aspect complètement pop culture, voilà, et un aspect voilà profond et intelligent par rapport au récit originel qui était proposé. Pardon. Je te laisse boire. Ah, pas très propre ce bruit-là. Ouais, mais je parle beaucoup. Ouais. Toi, tu parles pas beaucoup. Ah ben moi je te laisse t'exprimer. Qu'est-ce que je t'en veux d'autres peut-être? Comme tu veux. Bah, écoute, qu'est-ce que je peux te présenter? Abyss no Azure va être assez intéressant. Là aussi, c'est assez différent. C'est une reprise à la manga, mais modernisée, très bien faite, du mythe de la petite sirène. Ok. Donc voilà, dans un genre qui n'a rien à voir avec Holy Land ou Shinyaku Kaneko-sen, Abyss no Azure a plein de fraîcheur, un très beau dessin maritime là aussi, et très bien structuré. Moi, je suis tombé un petit peu dans le rêve de ce titre. C'est vraiment le genre de manga. Tu as beau connaître l'histoire, c'est tellement bien dessiné, c'est tellement bien narré que hop, tu pars dans le truc. T'es vraiment dedans, quoi. On peut annoncer aussi autre chose, c'est que je vais lancer une sous-collection, on va dire ça comme ça, ou un label au sein de Vega Dupuis. Qui s'appellera Alpha. L'idée ici, c'est d'être très ambitieux sur le choix des titres au niveau artistique. On aura des réalisations d'auteurs japonais, voilà, qui vont se démarquer par leur forme et par leur fond. On travaille principalement du one shot. Et là-dessus, on sera également sur une forme éditoriale totalement nouvelle, totalement recomposée. On sera en grand format de 140-170, donc vraiment avec couverture cartonnée. Enfin, on va partir dans une autre dimension parce que le dessin le commande. On aura notamment un titre magnifique qui s'appelle Samura et qui est tout en couleur. Oui, j'ai vu une illustration et c'est très 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 beau. En même temps, c'est un parcours un peu mystique d'un samouraï dans une sorte d'univers parallèle. Il est un peu à la recherche à la fois de lui-même. Enfin, c'est très très beau, c'est magnifique. C'est quasiment de la peinture. Et ça, on ne pouvait pas rester au format manga. Il fallait quand même rendre un certain niveau de qualité. Un peu plus large. Ouais. On a un autre one shot, c'est Kurage, qui rentrera également dans cette collection, qui lui a un dessin au trait très détaillé, très particulier, avec une histoire assez touchante d'un personnage qui s'endort dans le bus et qui se réveille au bord de la mer parce qu'il a loupé son arrêt. Des one-shots atypiques, tout ça. Ouais, complètement atypiques et en même temps avec des vraies histoires humaines, assez touchantes. Donc une manière de s'adresser aussi à un autre public, parce qu'on travaille beaucoup le public pop culture, mais aujourd'hui le manga c'est les publics, il y en a plein. Et il faut se proposer différemment. Donc voilà, pour un certain nombre de petites surprises. Ouais, c'est super tout ça. Alors t'as déjà parlé de pas mal de titres de chez Vega, mais si tu devais nous citer un ou deux coups de cœur, vraiment des titres que les gens devraient lire dans la collection Vega Dupuis. C'est difficile, tout le monde te dira la même chose, mais je mettrai en avant quand même, je dirais le bateau de Thésée,
va être pour moi une très belle découverte d'auteur, Higashimoto, terminé en 11 volumes. Une patte, un talent, un savoir-faire époustouflant, enfin vraiment très très bon, une histoire très bien tenue. Ça c'est le titre facile pour tout le monde, qui est super sympa. Moi j'ai un affect particulier pour Natsuko no Sake. Voilà, parce que c'est à la fois une vraie aventure humaine, une découverte du saké sans que ça soit un pensum qui te tombe des mains. Et en même temps, c'est un titre puissamment moderne pour avoir pourtant été créé en 1988. Oui, c'est assez ancien. Donc, qui parle des circuits courts, de l'écologie, de la place de la femme dans les entreprises traditionnelles, tout ce qui concerne notre époque. Donc j'ai énormément d'affect pour le journal d'une vie tranquille, parce que moi Shiba c'est mon dieu. Donc quand tu regardes le côté biographique et quand il raconte des anecdotes, c'est incroyable. Mais il est adorable ce monsieur. Quand on le connaît et quand on lit comment il est vraiment comme ça. Il est vraiment c'est le bon petit papy. Qui a l'air de rien du tout, qui a eu une vie délirante, hallucinante, enfin qui pourrait se la péter à la Takao Saito, et qui en fait est tout modeste, tout tranquille dans son coin et tout ça. Moi, je suis vraiment en admiration devant cet homme. J'espère avoir la même vieillesse que lui, très honnêtement. Et c'est un titre touchant, marquant, intéressant, intelligent, enrichissant. À tous les niveaux, on découvre, on comprend, on apprend, on devine aussi certaines choses. Donc voilà, derrière Manchuria Opium Squad, moi c'est ma grosse découverte de cette année, qui est vraiment un coup de cœur visuel, graphique, narratif aussi, parce que c'est vraiment très bien tenu, très bien fait. Enfin voilà, tu m'en as demandé 2, mais je vais pas m'arrêter, donc non, c'est au moins on aime ce qu'on fait, ça c'est sûr. Ok, écoute, moi je te remercie infiniment. C'était un plaisir. Écoute, merci de m'avoir tendu le micro. Et puis nous on se retrouve bientôt encore à Japan Expo avec une pelletée d'autres interviews. Allez, salut.